Bienvenue au Jardin du Cep et à l'association de producteurs chez Bernard et Marcel. Cette courte vidéo pour vous présenter notre maraîchage, les produits de nos collègues et la map sur l'ouest parisien. Alors les Jardins du Cep, Calvados, Écohabitat et Permaculture. Donc un maraîchage bio en sol vivant en Normandie, du côté de Lisieux. Nous sommes producteurs et transformateurs. Ce qui fait notre spécificité, c'est de cultiver en sol vivant. L'idée, c'est d'avoir des produits avec la palette la plus large en vitamines, en minéraux. Donc il y a ce billet santé qui est important pour nous et que nous traduisons dans nos techniques de culture en essayant d'optimiser la vie biologique de nos sols pour avoir les produits les plus riches possibles. La santé par l'alimentation, c'est le sujet pour nous, c'est le sujet. Donc ça commence au champ, où on s'aperçoit aujourd'hui que les sols travaillés, les sols labourés, vont être appauvris par ce travail, par cette déstructuration, puisque le labour va donc détruire la vie biologique, va détruire l'habitat des habitants du sol, les vers de terre et les champignons. Et une fois que le sol déstructuré n'est plus capable de retenir la matière vivante, il n'est plus capable de retenir l'eau dans la porosité biologique, puisqu'il n'y en a plus. Et aujourd'hui, après 60 ans de labour profond, on parle de labour profond puisque c'est le tracteur après la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de faire ces labours sur 30 cm de profond, on en est arrivé à un appauvrissement à 1,5% de matière organique, en dessous de 1%, c'est le désert. Alors qu'on était proche de 5% en 1950, et sachant que 1% de matière organique, c'est énorme, ça suppose pour gagner 1% de faire un travail sur 10 ans d'interculture pour apporter de la biomasse dans les champs. Et ce qui se fait pas tout seul, et ce qui nous permet un peu de mesurer l'étendue du désastre de l'agriculture conventionnelle, de travail du sol, d'après-guerre, de ce système qui a été mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, on se dirige vers ce que le croissant fertile a vécu à une période où il était très fertile, où il y avait forêt et champs. Aujourd'hui, c'est un désert. Donc pour contrer cela, eh bien, il y a les techniques de l'agriculture du vivant. Alors on appelle ça agroécologie, agriculture de conservation des sols. Nous en maraîchage, on appelle ça maraîchage sur sol vivant. Peu importe. La réalité est la même derrière. Le principe agronomique, c'est optimiser la vie biologique des sols afin d'y maintenir le plus de vie au travers des macro-organismes, les vers de terre, au travers des micro-organismes que sont les champignons, les bactéries. Et donc un sol non labouré, non travaillé profite de cette vie biologique intense et va développer un cycle naturel de la fertilité, ce qui fait que la plante va trouver tous les minéraux dont elle a besoin dans le sol et on n'aura pas besoin de fertiliser avec des fertilisants de synthèse. Également, étant dans un milieu équilibré, la plante sera beaucoup moins sujette aux maladies et aux ravageurs, et donc on n'aura pas besoin de traiter, comme cela se fait en agriculture de conservation en agriculture conventionnelle. Pardon. Voilà, donc c'était juste pour vous résumer ce grand principe qui, je dirais, est assez clivant et qui permet aujourd'hui, après le travail qui a été fait par les pionniers, d'envisager une nouvelle forme d'agriculture dont les effets bénéfiques peuvent se résumer par cette phrase suivante: de la santé des hommes par la santé des sols. Alors juste une illustration qui permet de comprendre les choses. Vous avez là à gauche un champ travaillé. Vous voyez, c'est un paysage lunaire en fait. Il n'y a plus de vie là-dedans. C'est la mort. Voilà. Et le résultat, quand il pleut, eh bien, cette terre va se retrouver dans les rivières. Et donc, on a une fuite, une perte de la matière organique, et même de la matière minérale, et donc un effondrement des sols, ce qui est juste une catastrophe pour l'agriculteur. Inversement, donc là c'est deux photos de nos jardins, donc les sols sont toujours couverts, soit avec un apport extérieur à gauche, avec de la paille ou du fumier de cheval, soit à droite avec une interculture dont le but est d'apporter de la biomasse
et qui permet ainsi de nourrir les habitants du sol, de produire cette biomasse qui va être transformée en humus, qui est le garde-manger des plantes. Et ça donne le résultat, ça donne un très bel étal avec des beaux légumes qui donnent envie. C'est le but. Voilà, donc transmettre aux consommateurs le vivant que nous donne la nature. C'est pas nous qui le créons, c'est la nature qui le fait. Il suffit de... Il suffit... Bon, c'est peut-être peu dire, mais c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de la nature et savoir l'accompagner et non pas faire de l'interventionnisme en permanence. Donc 35 légumes sont cultivés au jardin du Cep tout au long de l'année, 12 mois sur 12. Donc on est en non-stop, voilà, aussi pour des raisons économiques. Zéro pesticides, zéro produits chimiques, pas de labour. Et nous sommes labellisés bio et faisons partie du réseau maraîchage sur sol vivant, qui est un réseau assez bien implanté en Normandie de maraîchers, une cinquantaine de fermes maraîchères qui travaillent avec ces techniques de culture. En fruits, chez nous, c'est fraises et melons. Pour les autres fruits, nous travaillons avec des collègues, c'est encore un autre métier, soit en direct avec des collègues, même avec des collègues siciliens pour les agrumes, soit via une plateforme en agriculture biologique de producteurs avec des fruits qui viennent du sud de la France ou d'Italie pour tout ce qui est plutôt agrumes, enfin ce qui est difficile à produire même dans le sud de la France. Ensuite, nous avons deux ateliers de transformation, un qui est dédié aux jus de légumes et fruits crus. Donc là, on est sur un produit santé, un produit qui est je dirais une bombe, un élixir de vitamines, de minéraux, et qui a pour fonction de détoxifier, de revitaliser, de booster. On en reparlera parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Nous sommes malheureusement, je dirais, la seule ferme maraîchère en France à proposer ce produit en cru, hein, parce qu'en pasteurisé on en trouve pas mal dans les épiceries ou les supermarchés, mais en cru c'est très rare. Enfin, ça se trouve pas en fait, ça se trouve pas tout simplement à cause de la brièveté de la DLC. Même si aujourd'hui on est à 2 semaines, entre 2 et 4 semaines de DLC. Après, un autre atelier qui est destiné à la production de soupe. On a une dizaine de recettes, des tartinables, des moutardes, des produits lactofermentés, même si la moutarde en est un aussi d'ailleurs, choucroute, kimchi. Voilà, on vous laissera voir le détail dans notre petite boutique. Alors, les autres producteurs de notre association, notre groupement, donc on travaille avec la champignonnière d'Orbec, donc qui fait des champignons un peu, j'allais dire, un peu façon artisanale en ce sens qu'un champignon industriel, en fait, c'est élevé dans des bâtiments à ambiance dirigée et ça sort en 3 semaines. Ça sort en 3 semaines, le taux d'hygrométrie est bien réglé, donc c'est un champignon qui se remplit d'eau, en fait, ce qui fait que une fois que vous le cuisinez dans votre poêle, ça fait plus une flaque d'eau qu'autre chose. Là, à la championnière d'Orbec, c'est un champignon qui est produit en 6 semaines, c'est le double du temps, et le résultat, c'est un champignon qui a poussé lentement et qui est ferme, et qui reste assez croquant, en fait, très, très, très intéressant comme produit. Voilà, les fruits, je vous en ai déjà parlé. Pour la viande, on a la ferme de l'écureuil, oui, Philippe Delaunay, qui a des vergers, qui fait des produits cidricoles, et dans ces vergers, il a un troupeau d'agneaux et de bœufs. Donc il propose régulièrement des caissettes d'agneaux et de bœufs. En viande de porc, on travaille avec une ferme, la ferme du Louvier, qui est une ferme assez unique, en ce sens qu'ils font de la charcuterie, du jambon et autres, sans nitrite et sans sucre. Voilà, ce qui est très rare, parce que les cahiers de charge poussent à mettre des nitrites et des sucres, et eux s'en affranchissent afin d'avoir un produit le plus nature possible, sans additifs. Pareil pour les rillettes de volaille de la ferme de l'Alliance. Ensuite, en fromage, on travaille avec 3 fermes. Les chèvres de Noémie, pour les fromages de chèvre, à partir de mars jusqu'en novembre, parce que de décembre à mars, les chèvres sont en gestation. Les brebis, un voisin, et la ferme de Mandière, qui est pas très loin non plus, pour les fromages normands. Ensuite, en œuf, on a 2 fermes, le Campogé, qui n'est pas loin, donc tous les deux des poules de plein air. Et puis la deuxième ferme de l'Alliance avec des œufs bio, parce que l'alimentation animale est bio. Voilà.
Le pain, un vrai sujet de santé, le pain, et donc on travaille avec Simon qui fait du pain au levain avec une bonne partie de céréales anciennes. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous trouverez un article sur le blog qu'on va mettre dans les prochains jours. Le sujet, c'est quoi? C'est le gluten et les amidons. Pourquoi y a-t-il autant d'intolérance au gluten aujourd'hui? La raison est très simple. Dans les années 60, la Fédération des boulangers a demandé aux semenciers de faire des semences avec un taux de gluten plus important afin que la farine de blé puisse passer dans les pétrins mécaniques. Parce que les blés anciens n'avaient pas l'élasticité, les farines n'avaient pas l'élasticité suffisante pour les pétrins mécaniques, ce qui fait que les boulangers, ils pétrissaient toujours à la main. Et donc, les semenciers ont hybridé les semences pour que le taux de gluten soit plus important. Et si ce n'est pas suffisant, le boulanger rajoute du gluten dans son pétrin. Ce qui explique la suite, donc les maladies cœliaques, la porosité de la paroi intestinale, avec toutes les maladies auto-immunes qui s'en suivent. Donc c'est juste une catastrophe sanitaire. Mais on continue, c'est pas grave. Voilà, donc nous avons travaillé avec Simon qui fait cet effort de produire une partie de ses grains, de sa farine, en travaillant avec un agriculteur voisin qui lui fait des céréales variétés anciennes. Pour les miels, on travaille avec 4 apiculteurs différents. Un voisin, Valorbiquet, qui fait un miel toute fleur. Également Joël Louet, qui est à Livaro, qui est dans un écrin de verdure avec beaucoup de fleurs, qui fait un excellent miel. Benjamin Eustache, qui est près de Bayeux, qui fait de la transhumance, qui va amener des ruches dans une forêt d'acacia, par exemple, pour faire du miel d'acacia. Qui fait aussi des combinaisons. Là, en l'occurrence, il propose une pâte à tartiner, c'est miel et pralin de noisette. Hein, ça fait une pâte à tartiner qui est délicieuse, bien meilleure qu'un Nutella au palais et puis au plan sanitaire, n'en parlons même pas. Ou bien la miellerie du Champ Black qui fait pareil, en fait, qui fait pas mal de transhumance et ce qui permet d'avoir des miels parfumés, différents miels parfumés. En produits cidricoles et vinaigres, j'évoquais la ferme de l'Écureuil avec Philippe qui nous procure différents produits cidricoles, aussi sans alcool, hein, des jus de pommes pétillants, du jus de sureau pétillant. La maison de Jean qui fait un très bon vinaigre de cidre basique mais efficace. Également Pommeau, des pommeaux parfumés. Et enfin la maison de Pommier qui est réputée pour la qualité de ses vinaigres avec entre autres un balsamique. Voilà, on part maintenant dans les boissons, donc les bières artisanales. Là aussi, c'est un sujet de santé. La bière classique, la bière industrielle, enfin toutes les bières que vous trouvez, essentiellement, il y a beaucoup de bières industrielles. Même quand c'est des bières monastiques, style Greenberger et autres, c'est de la bière industrielle. C'est produit en très peu de temps. Kronenbourg fait une bière en 8 heures, à haute pression. Notre ami Denis de la Voie Lactée, il fait ses bières en 2 semaines. Donc on a une fermentation de 2 semaines, ce qui permet de dégrader les sucres et donc d'avoir des bières dans lesquelles il y a beaucoup moins d'amidon. Et donc on n'a pas le pic de glycémie comme dans les bières industrielles. Pareil pour les Deux Amants, donc une brasserie de bière bio à l'entrée de la Normandie, en venant de Paris, dans le à Val-de-Reuil, en fait, sur la colline des Deux Amants, qui a une gamme assez large de bières parfumées, très intéressantes. Les vins en biodynamie, c'est le même sujet, toujours la santé. Il faut savoir que la plupart des vins, enfin quasiment tous les vins que vous trouvez, dans tous les vins, vous avez pas mal de poudre de perlimpinpin. Donc il y a les fameux sulfites, qui sont là pour bloquer la fermentation, pour éviter que ça passe de la fermentation alcoolique à la fermentation acétique, enfin en gros que ça devienne du vinaigre. Mais vous avez encore plein d'autres poudres de perlimpinpin qui rajoutent pour, j'allais dire, allez, c'est pas très juste, comme exhausteur de goût en fait, pour avoir une stabilité, pour que leur vin ait toujours le même goût. Un vin bio, faut le savoir, la labellisation agriculture biologique ne concerne que la production du jus de raisin, donc ce qui concerne la vigne. Mais la vinification en cave, le label bio ne gère pas du tout la vinification. Et donc vous pouvez trouver des vins bio dans lesquels il y a aussi pas mal de poudre de perlimpinpin. Pour éviter ça, en fait, il faut chercher des vins en biodynamie. Et là, on est dans des fermentations qui sont naturelles, qui sont lentes,
et qui peuvent être bloqués de façon naturelle, soit par le froid, soit par des doses infinitésimales de sulfite. Et donc avec des agriculteurs, des viticulteurs qui font vraiment très attention à ce que leur vin soit le plus nature possible. Et là, nous travaillons avec différents viticulteurs en direct, des viticulteurs très intéressants, et ce qui nous permet d'avoir une gamme de vins en biodynamique qui est assez large. Voilà. Alors rapidement, un petit tour de la ferme, juste quelques images pour vous donner une petite idée, peut-être vous donner envie. Si la vie vous amène en Normandie, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir visiter notre ferme, notre maraîchage. Donc nous avons commencé sur un premier terrain qui est à côté du château de Saint-Martin-de-Bienfaite, que vous voyez là dans le fond. Et un autre terrain qui est à 4 km également, une ancienne prairie normande très riche, très beau sol. Vous voyez là des carottes qui ont un aspect un peu spécial, c'est des carottes rouge sang. Vous voyez, c'est une variété ancienne de carottes, très intéressante tant au niveau de l'aspect que du goût, et que vous retrouverez dans vos paniers, parce que, alors pas tout de suite, mais à partir de l'automne de nouveau, lorsque le temps sera arrivé de la carotte de conservation. Ici, notre labo de production de jus de légumes. Voilà, c'est un sujet très intéressant, je vous en reparlerai dans une prochaine petite vidéo. Ces complexes de vitamines et de minéraux qui permettent une assimilation rapide et de mettre en route, de rebooster le métabolisme des cellules et de faire ainsi un travail de détoxification et de rééquilibrage. Ça, c'est une de nos serres au printemps, donc avec les primeurs. Là, on est au mois d'avril dans une de nos serres. Et c'est beau de voir que des sols vivants produisent vraiment de très beaux légumes. Là, on est à l'automne, une production de choux, et sous le voile à droite, une production de poireaux. Alors pourquoi ce voile? C'est un voile anti-insectes. Bien comme en bio on ne traite pas, c'est notre seule manière de nous se protéger de la mouche mineuse du poireau. Donc il est là en préventif pour prévenir des éventuels vols de nuit de cette mouche qui va se fixer des larves sur le poireau et qui va ensuite créer des galeries. Voilà, nos petites fraises, production donc mai-juin avec des fraises remontantes fin août-septembre. Alors les tomates, évidemment, c'est les tomates du maraîcher, sont toujours très attendues. On est là sur des variétés anciennes. Donc exit le calibrage, on a de toutes les tailles, petites, grandes, de toutes les couleurs, puisqu'on fait une dizaine de variétés de tomates différentes, des variétés anciennes. Alors un petit peu de tomates classiques, la ronde classique, mais l'essentiel de la production se concentre sur des variétés anciennes qui sont nettement plus goûtues et nettement plus charnues aussi, et plus belles esthétiquement. Voilà, donc la culture de tomates ici, on est au mois de juin, avec notre ami Gaëtan qui fait de la taille. À droite, une culture d'aubergine. Ici, c'est une série de poivrons entre lesquels des œillets d'Inde. Des œillets d'Inde qui sont là pour attirer les éventuels pucerons qui s'aventureraient sur les poivrons. Les œillets d'Inde sont plus intéressants pour le puceron que le poivron, donc ce qui permet de préserver les poivrons. On voyait à gauche en bas les premiers petits poivrons verts qui sortent, donc on est début juin. Voilà, les salades, elles sont toujours très belles au printemps, jusqu'au mois de juin. L'été, c'est plus difficile parce qu'elles ont tendance à monter. L'automne, ça se passe très bien, c'est vraiment un légume d'intersaison, la salade. L'hiver, c'est plus compliqué avec le froid, avec le gel, mais globalement, on arrive à avoir la salade tout de même toute l'année. Même si c'est pas simple, même si a priori une salade ça vaut rien, on achète ça entre 1,50 € et 2 €, ça vaut rien. Mais en fait, c'est une culture assez longue, entre le semis et jusqu'à la salade formée. Il faut compter plus de 3 mois quand même. Avec la production de masse, ça a été dévalorisé, mais ça reste une culture qui n'est pas toujours très simple d'avoir de belles salades. À gauche des épinards, à droite c'est des salades des feuilles de chêne rouge et des vertes au fond. Voilà, ici on est devant une culture d'oignons. Vous voyez, donc il y a tout d'abord une petite bâche noire, là, biodégradable, et au-dessus de la paille. Donc cette stratégie nous permet de faire une culture d'oignons sans désherbage. Il faut savoir que c'est une culture longue, on met les oignons en terre au mois de mars, jusqu'à fin juillet. Et donc pendant toute la saison poussante, il peut y avoir énormément d'enherbement
pour éviter le désherbage, eh bien, on a trouvé cette stratégie qui fonctionne très bien. Et ça nous donne de beaux oignons avec très peu d'irrigation, puisque la paille et la petite bâche biodégradable vont maintenir l'humidité et donc nous éviter de l'arrosage. Sur la ferme, nous avons également une pépinière à plants, donc qui nous permet de produire l'essentiel de nos plants, pas tout à fait tout, mais la plus grosse partie. C'est un travail développé là, par Anne-Marie, et ça nous permet donc de choisir, d'avoir la main en fait sur le choix des variétés, et également de pouvoir mieux caler notre calendrier. Voilà, de temps en temps, un petit travail en groupe lorsqu'on est face à une grande culture. Ici, c'est le poireau. Nous repiquons 20 000 plants de poireaux, donc c'est un gros boulot. Et donc, on fait appel aux collègues maraîchers du coin. On fait ça en équipe. Voilà, je vois que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis voilà, ça donne des paniers de légumes, des paniers de produits transformés. Donc si vous voulez faire des cadeaux, n'hésitez pas, on peut vous faire des paniers sympathiques suivant vos envies et suivant votre portefeuille.